Je vais donc appeler Amélie Piton, ça y est, qui est là, et que je remercie beaucoup aussi de nous avoir rejoints pour cette matinée immunité, auto-immunité, hormones. Donc là, on a été exploré dans la neuropsychiatrie. Là, on va revenir dans l'autisme et le neurodéveloppement. Amélie Piton est maître de conférence universitaire, praticien hospitalier au CHU de Strasbourg. C'est une généticienne. On va encore parler molécules et physiologie cellulaire. Donc, vous avez travaillé beaucoup sur la génétique des troubles du neurodéveloppement en général et de l'autisme pour identifier les gènes, mais surtout caractériser des nouveaux voies physiopathologiques. Et vous avez un intérêt particulier sur l'interaction entre l'hormone, et notamment les androgènes, et la génétique de nos patients. Donc, je vous laisse la parole pour 45 minutes et je vous remercie. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, vous m'entendez bien là? Alors j'ai pas beaucoup de voix, donc j'espère que je vais tenir les 45 minutes. Sinon j'ai des petits strepsils que je peux reprendre. Donc je vais parler pas très fort, mais là si ça va pour tout le monde, je continue comme ça. Donc merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être ici avec ce temps incroyable. On espère que ça va sauter un peu, là on va aller voir ça tout à l'heure. Donc ça fait 6 ans ou 8 ans, j'arrive plus à savoir, que j'étais déjà venue ici à l'ARAPI parler aussi de biais de sexe dans les troubles du neurodéveloppement. Donc là, l'idée aujourd'hui, ça va être de vous parler un petit peu de cette question du biais de sexe et de finalement les hypothèses génétiques, les hypothèses hormonales, comment on a avancé, est-ce qu'on arrive à avoir un peu une explication pour ce biais de sexe. Vous allez voir que pas complètement, mais je vais vous donner un petit peu des choses, des éléments qui ont été trouvés ces dernières années, qu'à la fois de nos projets de recherche et puis aussi des choses qui ont été publiées par d'autres équipes. Donc on trouve un biais de sexe, un excès de garçons atteints dans les différents troubles du neurodéveloppement. Donc moi, je ne vais pas vous parler de tous les troubles du neurodéveloppement, je vais plutôt focaliser sur les deux sur lesquels je travaille, qui sont les troubles du spectre de l'autisme et les troubles du développement intellectuel, qui est maintenant le nouveau nom approprié pour la déficience intellectuelle. Donc vous voyez le biais de sexe ici qui est rapporté, alors qui évolue un petit peu de temps en temps, mais qui est de l'ordre assez important pour les troubles du spectre de l'autisme, une fille pour 4 garçons. C'est moins prononcé pour les troubles du développement intellectuel, mais quand même, on a une fille pour 1,4 garçons atteints, et vous allez le voir un peu dans les cohortes d'individus qu'on va analyser génétiquement, on retrouve toujours ce biais, cet excès de garçons. Donc la question de ce biais de sexe, elle fait réfléchir beaucoup de gens. Alors évidemment, la première hypothèse qui pourrait expliquer ce biais, c'est qu'en fait on recrute pas pareil, on diagnostique pas pareil les filles et les garçons. Alors je vais pas du tout m'aventurer sur ce terrain-là, je pense qu'il y a des gens beaucoup mieux placés ici que moi pour en parler. Moi je vais essayer de présenter un peu les hypothèses biologiques qu'on pourrait avoir qui pourraient expliquer ce biais de sexe dans les troubles du neurodéveloppement. Donc la première chose, c'est effectivement les différences génétiques entre filles et garçons qui font que on n'a pas exactement le même nombre de chromosomes. Enfin, on a le même nombre de chromosomes, si, mais on a une différence au niveau de nos chromosomes sexuels, avec la fille qui présente 2 chromosomes X, dont un est inactivé d'ailleurs au cours du développement, et puis le garçon qui va présenter un seul chromosome X, mais qui va avoir en plus un chromosome Y. Donc on a clairement une différence à ce niveau-là, et on va essayer de voir un peu, finalement, est-ce que ce chromosome X, je vais focaliser principalement sur le chromosome X, est-ce que ce chromosome X peut expliquer le biais de sexe dans les troubles du neurodéveloppement? La deuxième hypothèse biologique, c'est les différences hormonales entre filles et garçons, et notamment celle sur laquelle nous, on a un peu travaillé, mais il y a une équipe anglaise qui a travaillé depuis de nombreuses années là-dessus, qui est l'influence, l'effet de la testostérone. Pourquoi la testostérone? Parce qu'on sait que le pic de production chez le garçon, en fait, il y a un pic de production à partir de l'adolescence de testostérone, mais on a également 2 pics de production précoces, un au cours de la vie utérine et un juste après la naissance, donc de production de testostérone. Et ce sont des étapes où le cerveau est en développement, et donc du coup, il pourrait y avoir un rôle de la testostérone sur le développement du cerveau. Donc, je vais commencer d'abord par la partie génétique. Donc, est-ce que les données génétiques qu'on a actuellement sur les TND pourraient permettre d'expliquer le biais de garçons atteints par les TND? Alors ici, c'est un graphe qui vous représente le nombre de gènes qui a été identifié à l'heure actuelle qui sont impliqués dans les formes monogéniques de TND, donc dans les maladies rares avec expression TND. Donc, on a 1723 gènes qui ont été identifiés jusqu'à présent. Ici, qui sont rapportés dans cette base de données qui s'appelle CIS-NDD. Alors ça s'appelait CIS-ID avant pour Intellectual Disability, puis ça s'est étendu à tous les troubles du neurodéveloppement, donc ça s'appelle CIS-NDD.
qui répertorie tous ces gènes et puis l'évidence qui implique ces gènes dans les troubles du neurodéveloppement. Donc là, on va vraiment parler de cas où une mutation dans un de ces gènes est directement responsable du phénotype chez l'individu, donc ce qu'on appelle aussi forme monogénique de TND. Alors vous voyez que le nombre a énormément augmenté dans les dernières années, notamment avec la révolution technologique de l'arrivée du séquençage haut débit en génétique. Et donc vous avez des gènes qui vont être impliqués dans des formes récessives, dans des formes autosomiques récessives, autosomiques dominantes et aussi liées à l'X, et on va en parler un petit peu plus aujourd'hui justement. Alors, il y a un énorme chevauchement dans ces gènes, c'est ce que vous a montré Boris Chaumet hier, dans les gènes impliqués dans les formes monogéniques de TDI et de TSA. Donc, ce sont les mêmes gènes qui sont impliqués, avec certains gènes qui parfois ont tendance à causer un petit peu plus de troubles du spectre de l'autisme, et donc qui sont identifiables comme ça, mais dans tous les cas, on va trouver des patients avec mutation dans ces gènes qui vont avoir un trouble du développement intellectuel. Alors, ce qui les différencie finalement au niveau de l'architecture, c'est l'architecture génétique de CTSA et de CTDI de l'autre côté. Donc, quand on fait un séquençage de génome, on vous en a parlé aussi hier, donc on va analyser tout l'ensemble du génome d'un individu, on va pouvoir mettre en évidence ces formes monogéniques, donc des mutations qui vont être responsables du phénotype, mais également d'autres types d'anomalies, comme les anomalies du nombre de copies qui vont apporter un bout un peu plus gros du chromosome. Et donc, on va chercher des cas où une anomalie génétique est responsable du phénotype. Et on va trouver, pour les TDI, dans plus de 50% des cas, on va trouver une anomalie génétique unique responsable du phénotype. Pour les troubles du spectre de l'autisme, vous voyez qu'on trouve dans moins de 10% des cas, et c'est ce qui vous a été présenté hier, et je vais revenir là-dessus juste après. Donc on a clairement, même si ce sont les mêmes gènes qui sont impliqués dans les formes monogéniques, on a clairement une différence d'architecture génétique entre les deux, TDI d'un côté et TSA de l'autre. Alors on peut le représenter comme ça, l'architecture génétique serait un camembert ici, avec ici des formes qu'on dit monogéniques, donc une mutation dans un gène responsable du phénotype, et dans plein de gènes différents, parce que je vous ai dit, il y en a plus de 1700 qui ont été identifiés jusque-là. Ici, on a les anomalies du nombre de copies, donc qui vont apporter plusieurs gènes. Et donc, vous avez toute une partie comme ça où, en fait, l'événement génétique, l'anomalie génétique est responsable du phénotype. Donc, quand on va faire un séquençage de génome chez un individu, on va trouver cette anomalie, on va pouvoir dire elle est responsable du phénotype. Alors, nous, on dit dans le jargon généticien que c'est une mutation pathogène. Mais vous allez également trouver des choses où en fait vous avez trouvé une anomalie, génétique, mais elle est responsable du phénotype, mais elle est à pénétrance incomplète et expressivité variable. C'est ce qu'on appelle un piève, et Boris Chaumet vous en a parlé un petit peu hier. Donc on va avoir des individus qui vont avoir cette anomalie génétique qui va contribuer à leur TND, mais ça peut être présent, cette même anomalie génétique peut être présente chez des gens qui n'ont pas du tout de TND. Et donc du coup, on est vraiment dans la catégorie où on a trouvé quelque chose, on pense que ça participe, ça explique le phénotype, mais attention, la prédictivité de cette information est quand même compliquée, puisqu'on va avoir des individus qui vont avoir la même anomalie et qui n'ont pas du tout de phénotype, et donc on ne va pas pouvoir prédire quelles vont être les manifestations cliniques d'un individu qui va avoir cette variation. Et puis à côté, on a tout le reste. Et alors ça, c'est ce qu'on appelle les formes complexes, où on va mettre justement toutes les formes de TND qui vont être dues à une contribution de facteurs de risque génétiques. Donc chaque facteur de risque ne cause pas directement le phénotype, mais contribue à augmenter le risque de développer un TND, et de facteurs environnementaux. Et alors, si on veut voir un petit peu ce qui se passe pour les TDI et les TSA, l'hypothèse, c'est que pour les TDI, en fait, la participation de ces formes ici monogéniques est très, très importante, et également des anomalies du nombre de copies qui vont être directement responsables du TDI, et que finalement, les formes complexes, il peut en exister une petite portion qu'on n'a pas encore caractérisée, mais qui va être beaucoup moins importante. Et c'est pour ça que quand on fait un séquençage de génome, on va trouver une variation responsable du phénotype dans un grand nombre de cas. Alors, il y a des formes qu'on n'a pas encore identifiées, donc c'est pour ça qu'on n'est pas ici à 80%, par exemple, donc il nous reste des choses à identifier, mais donc on pense que quand même la majorité des formes va être due à un événement génétique unique. Pour le TSA, c'est un petit peu plus complexe, puisque justement, quand on fait cette analyse de génome, on trouve dans moins de 10% des cas, ce qui suggère qu'en fait, ces formes monogéniques et ces événements génétiques uniques, ils contribuent à seulement une petite proportion des individus avec troubles du spectre de l'autisme, et qu'on a peut-être plus de formes complexes comme ça que pour les TDI. Et donc la question qu'on a, par exemple, quand on fait une démarche diagnostique, donc soit effectivement on a les moyens et on va séquencer tous les TSA, soit on se dit mais comment est-ce que je pourrais avoir supposé que je suis plutôt dans ce cas-là,
où je vais trouver quelque chose en faisant mon analyse génétique que dans ce cas-ci. Alors dans ce cas-ci, il y a des facteurs génétiques qui sont impliqués évidemment, mais pour l'instant on n'a pas les moyens de les identifier clairement et en tout cas de faire un retour individuel à la personne qui a été analysée en disant voilà les facteurs de risque qu'on a identifiés et c'est la cause de votre TSA. Donc comme pour l'instant on est prédictif, qu'on peut tirer de l'information génétique que dans ces cas-là, on va essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'on a plus de chances d'être dans un cas comme ça que dans une forme complexe. Et alors, il y a une étude récente qui est sortie, donc octobre 2024, donc c'est vraiment récent, où ils ont repris toute la grande cohorte de la SPARC, qui est la cohorte américaine de troubles du spectre de l'autisme. Ils ont regardé toutes les personnes chez qui ils étaient capables d'identifier une mutation pathogène, donc responsable de leur TSA, et ils ont regardé quels étaient les signes associés qui augmentaient la chance de trouver une mutation pathogène, et donc d'être dans une forme où il y a un événement génétique unique qui est impliqué dans leur TSA. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, alors je ne vais pas tous vous les citer, mais vous avez par exemple la déficience, enfin, le trouble du développement intellectuel, qui est forcément, quand il est présent avec un TSA, ça augmente la chance de trouver une mutation pathogène chez les individus. Le retard moteur, par exemple, qui est aussi très important. La microcéphalie, qui elle augmente plus la chance de trouver quelque chose que la macrocéphalie, par exemple. Et puis, par exemple, une petite taille qui va augmenter aussi cette chance de trouver, et un strabisme, donc tout ce qui est, on va dire, un peu trait du visage particulier qui va aussi augmenter la chance de trouver. Et donc, ils se sont amusés à regarder, finalement, quel est le taux de diagnostic, donc dans combien de cas on va trouver une mutation pathogène chez ces individus avec TSA, s'ils ont 0 de ces signes, un seul de ces signes, 2 de ces signes qui semblent augmenter la chance de trouver, ou 3 ou plus de ces signes. Et vous voyez un effet drastique sur le taux de diagnostic. Donc quand on n'a aucun de ces signes qui sont associés à un TSA, finalement, on trouve 4% eux trouvent dans leur cohorte 4% de diagnostic. Quand on a un signe, on passe à 8%, 2 signes à 11%, et alors par contre 3 signes et plus, on passe à 21%. Donc, pour essayer de trouver un consensus avec mon collègue Boris Chaumette, moi, ce que je proposerais, c'est évidemment, si vous êtes dans un endroit où vous avez les moyens de séquencer tout le monde, mais dans les centres où on est un peu plus limité en moyens humains d'interprétation, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer ceux-là, c'est-à-dire ceux qui vont avoir un TSA avec d'autres signes qui font partie des signes comme ça qui augmentent la chance de trouver quelque chose. Ceux-là, éventuellement ceux-là aussi, parce que on a vraiment de plus grandes chances de trouver chez eux une origine génétique avec un événement génétique unique. Voilà. Donc là, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à prescrire une analyse génétique quand on est dans ces cas-là, parce que 21% de diagnostic, c'est quand même assez important. Alors, donc qu'est-ce qu'on a si on revient à ces formes monogéniques, donc sur ces 1700 gènes, on va avoir des formes autosomiques dominantes, c'est-à-dire que on va avoir une mutation sur un des chromosomes, sur une des copies du gène, qui va causer la pathologie. Alors, je vous ai présenté ici un des gènes sur lequel on travaille parce que c'est une jolie illustration de ce chevauchement en fait entre les troubles du développement intellectuel et les troubles du spectre autistique. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'Irkin-A, qui est causé par des mutations qui sont des mutations perte de fonction, donc qui affectent la fonction de la protéine. Dans ce gène d'Irkin-A qui code une protéine kinase, c'est-à-dire c'est une protéine qui va réguler plein d'autres protéines dans la cellule. Et vous voyez que ces mutations, elles sont, comme Boris Chaumette l'a évoqué hier, la plupart du temps, enfin pour d'Irkin-A même la quasi-totalité du temps, de novo, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas présentes sur les copies du gène des parents. Par contre, elles vont survenir ici sur une des copies du gène chez l'enfant. Vous voyez les manifestations cliniques, on a un TDI qui est de modéré à sévère avec des troubles du langage, une taille de la tête plus petite, et puis ces enfants, ils se ressemblent. Donc on revient sur la notion de ressemblance, ou en tout cas de caractéristiques, de traits du visage particulier qui doit souvent quand même orienter vers un test génétique. Ils peuvent avoir une épilepsie ou un TSA dans à peu près la moitié du temps, et c'est ce qu'on a pu montrer. Alors on a utilisé deux méthodes pour essayer de voir le pourcentage de diagnostic de troubles du spectre autistique. La première, c'est via des questionnaires, en fait, on a une base de données, un projet où les parents peuvent entrer le nom du gène dans lequel est muté leur enfant et répondre à tout un tas de questionnaires cliniques. Et notamment, une des questions, c'est est-ce que votre enfant a eu un diagnostic de TSA? Et vous voyez que dans la moitié des réponses qu'on a pu avoir, oui, les parents répondent que oui. On a également, et ça c'est un interne, Benjamin Durand à Strasbourg, qui a mené des interviews avec des parents en visioconférence pour regarder, pour leur faire... Alors il a fait différents tests, dont l'ADIR, et dans 57% des cas, chez ces familles, on avait un diagnostic de trouble du spectre autistique qui pouvait être posé.
Alors, ce qui est important, pourquoi je vous ai présenté ça, c'est pour vous montrer le chevauchement TDI-TSA, mais c'est aussi pour vous dire que finalement, quand on regarde cette forme particulière de maladie rare du neurodéveloppement qui associe TDI et TSA, on n'a pas de différence entre les filles et les garçons. C'est-à-dire qu'on a autant de filles et de garçons qui vont avoir des mutations dans ce gène, et on ne voit pas pour l'instant de façon évidente de différence de sévérité ou de différence de manifestation clinique entre les filles et les garçons. Et ça va être important pour la suite quand on va revenir sur le biais de sexe. Alors l'autre type de mode de transmission qu'on peut trouver dans ces gènes qui sont impliqués dans les TND, c'est des mutations sur le chromosome X. Donc là, je vais vous en parler un peu plus, puisque l'hypothèse, c'est est-ce que ces mutations sur le chromosome X pourraient être responsables de l'excès de garçons atteints par les TND. Alors là, vous avez une famille un peu typique, avec un TND lié à l'X. Donc vous voyez, ici, ça c'est des garçons qui présentent un TND, et vous voyez qu'à chaque fois, c'est transmis par des mères qui, elles, sont asymptomatiques. Alors dans certains cas, elles peuvent être aussi faiblement affectées, mais pas forcément diagnostiquées. Ça peut être des troubles d'apprentissage et pas forcément un TND en soi, ou ça peut être même rien du tout. Dans certains cas, les mères n'ont rien, puisqu'elles ont 2 chromosomes X, donc un qui va avoir la mutation et l'autre qui ne va pas avoir la mutation, alors que les garçons n'ont qu'un seul chromosome X qui porte la mutation et donc vont être atteints. Alors, se met en place, et on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'inactivation du X qui fait que la fille va inactiver un de ses chromosomes, et généralement, ce n'est pas le cas tout le temps, mais il va y avoir une sélection qui va faire que souvent, elle va inactiver celui qui est le plus délétère, donc celui où il y a la mutation. Ce qui n'est pas le cas à chaque fois, hein. Ça c'est une vision très basique du tableau. Mais donc on sait qu'on a ces formes-là, donc on a des formes, donc là vous voyez directement dans cette famille, vous avez 3 garçons. Donc est-ce que ça peut expliquer ce biais de sexe de façon générale qu'on va trouver dans les TND ? Alors juste pour vous illustrer ces familles où on n'a vraiment que des garçons atteints, je voulais vous parler de ce gène qui est localisé donc sur le chromosome X, qui s'appelle la neuroligin 3. Et ce qui est intéressant, c'est que ce gène, il a été publié par l'équipe de Thomas Bourgeron en 2003 comme un peu le premier gène impliqué dans les TSA qu'on appelait non syndromiques. Et c'était cette famille qui a été publiée donc par son équipe avec 2 garçons avec TSA de sévérité variable. Et ils avaient identifié donc dans ce gène-là une variation qui changeait donc un acide aminé en position 451 qui était une arginine pour une cystéine. Ça a été publié, puis après, il n'y avait rien d'autre qui avait été trouvé. Beaucoup de gens se sont amusés à séquencer ce gène dans des grandes cohortes de personnes avec TSA et n'ont pas forcément retrouvé de mutation, jusqu'à ce que nous, on retrouve par hasard un peu dans cette grande famille ici, une autre variation qui touche pas le même acide aminé, mais qui est aussi dans la neuroligin 3, chez un garçon ici qui présentait TSA et DI, et chez ses 2 cousins maternels, donc transmission par les femmes, qui présentaient les mêmes caractéristiques cliniques. Et puis on avait une autre famille avec 2 frères aussi, avec cette fois-ci une autre variation qui touchait un autre acide aminé. Donc cette protéine, elle code ce gène code une protéine synaptique ici, la neuroligin 3, qui permet de maintenir le contact entre les neurones au niveau de la synapse. Et alors là, vous voyez rien du tout, j'imagine. Enfin, moi, je vois pas grand-chose. Mais ce qu'on a pu montrer, c'est que la protéine sans mutation va se localiser à la surface des cellules. Donc, vous voyez peut-être un petit cercle ici. Alors que quand il y a les mutations qu'on a identifiées chez les patients, et ben là, on n'a plus du tout la localisation à la surface des cellules et la protéine est maintenue dans certains compartiments de la cellule et n'arrive pas à la membrane. On a trouvé d'autres variants avec TSA et TDI dans ce gène, mais si on compile tout ce qu'on a trouvé donc, dans les 21 dernières années, on a 10 individus au maximum qui ont des mutations dans ce gène neuroligin 3. Donc c'est pas énorme et clairement, ça ne permet pas d'expliquer le biais de sexe dans les troubles du neurodéveloppement. Alors évidemment, il n'y a pas que ce gène qui est impliqué dans les troubles du neurodéveloppement sur le chromosome X. Donc si on reprend tous les gènes qui ont été trouvés comme pouvant conduire à un trouble du neurodéveloppement sur le chromosome X, on en a plus de 130 maintenant. Donc on pourrait imaginer qu'effectivement, des mutations dans différents de ces gènes vont plus toucher les garçons que les filles, comme on a vu là dans l'exemple, et donc du coup pourraient être responsables du biais de sexe. Alors, qu'est-ce que nous dit la génétique ? Quand on regarde les résultats d'analyse génétique chez les personnes avec TND, elle nous dit pas ça du tout. Elle nous dit que finalement, on va trouver des mutations dans des gènes sur le chromosome X chez 6 à 8% des garçons, mais également dans la même proportion chez les filles. Donc finalement, on n'a pas plus de variations sur le chromosome X chez les garçons, de variations pathogènes que chez les filles. Alors, comment ça s'explique ? Effectivement, on a cette forme comme la neuroligin 3 que je vous ai présentée où principalement les garçons sont atteints, les filles sont soit pas atteintes, soit atteintes dans des cas d'accident sur leur autre chromosome X par exemple. Mais on va également trouver des formes
où il va y avoir des garçons atteints, mais les filles peuvent être atteintes. Et l'exemple emblématique, c'est le syndrome de l'X fragile, où vous savez peut-être que les filles peuvent être atteintes et présenter un TND si elles ont une mutation dans le gène FMR1. Et on a également, plus important, des gènes sur ce chromosome X qui vont causer des formes de TND, principalement ou parfois exclusivement chez les filles. C'est le cas par exemple de ce gène qui s'appelle DDX3X, qui est un gène qui a été identifié il y a maintenant quelques années, où les filles vont présenter des mutations de novo dans ce gène, et en fait c'est le gène le plus fréquemment muté chez les filles. Donc le gène le plus fréquemment muté chez les filles, c'est un gène du chromosome X. Donc clairement, quand on regarde tout ça, on se dit, en fait, les mutations clairement pathogènes sur le chromosome X ne nous permettent absolument pas d'expliquer le biais de sexe. C'est pourquoi il y a plus de garçons qui vont présenter un TND, que ce soit un TDI ou un TSA. Donc, on a établi ça, qu'en fait, on a une contribution similaire filles-garçons des formes monogéniques qui sont sur le chromosome X, identifiées à l'heure actuelle. Alors peut-être qu'il y en a qu'on n'a pas encore identifiées, et ça va être la question. Et puis, il y a plusieurs études qui ont essayé d'aller un peu plus loin pour trouver si on n'avait pas finalement d'autres gènes ou d'autres facteurs qu'on n'avait pas identifiés. Donc là, par exemple, c'est une étude que moi j'avais réalisée quand j'ai fait mon postdoc il y a maintenant quelques années au Canada. On avait décidé de séquencer des gènes candidats sur le chromosome X dans une cohorte d'individus avec TSA, et vous voyez, avec un très très fort enrichissement en garçons. Il y avait 120 garçons et 22 filles. Et quand on a fait cette analyse, alors on pensait trouver des trucs chez les garçons, et en fait on a trouvé que 2 mutations qu'on a considérées comme pathogènes, et les 2 étaient chez les filles. Voilà, donc clairement, quand on a vu ça, on s'est dit, là, on n'a pas trouvé d'explication pour cet excès de garçons dans notre cohorte. En parallèle, on a 2 collègues à Paris, donc Caroline Nava et Christelle Depienne, qui ont fait un peu une étude similaire. Elles ont pris des familles, 12 familles qui avaient 2 garçons atteints de TSA, et elles ont séquencé cette fois-ci l'intégralité des gènes du chromosome X, puisque maintenant le séquençage au débit permettait cela. Et au final, les résultats ont été un peu décevants, puisqu'elles n'ont trouvé d'explication pour aucune de ces familles, avec peut-être un facteur de risque potentiel, mais qui n'a pas été répliqué depuis dans une des 12 familles. Donc clairement, on ne trouve pas, en fait, même si on enrichit notre cohorte en garçons avec TND, alors là avec TSA, on ne va pas trouver plus de choses sur le chromosome X qui permettent d'expliquer ce biais de sexe. Alors ça, c'est la première conclusion. Donc pour l'instant, le chromosome X, les mutations sur le chromosome X dans des formes monogéniques ne permettent pas d'expliquer l'excès de garçons. Deuxième observation qui est intéressante, c'est que les formes monogéniques vont contribuer plus au TND chez les filles et les garçons. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde les résultats des analyses génétiques qui ont été réalisées chez des patients avec troubles du neurodéveloppement, alors cette fois-ci, c'est plutôt troubles du développement intellectuel. C'est les résultats qu'on a eus à Strasbourg, où on a séquencé soit un panel de plusieurs centaines de gènes impliqués dans les TND, soit l'ensemble des gènes codants, soit l'ensemble du génome. Vous voyez, à chaque fois, c'est la cohorte qui a été analysée. Donc, en violet, c'est les filles, en bleu, c'est les garçons. Je suis désolée, je vais être très genrée dans ma présentation. Vous voyez qu'il y a toujours un excès de garçons à chaque fois dans les cohortes qui sont inclus, et par hasard, ça n'a pas du tout été cherché. Et quand on regarde le taux de diagnostic, c'est-à-dire le nombre de fois où on a trouvé une mutation pathogène responsable du TND, vous voyez que c'est toujours plus faible chez les garçons que chez les filles. Donc ça, c'est le taux qu'on va obtenir avec les différentes approches. On a à chaque fois une différence à peu près de 10% de diagnostic, que ce soit en panel, en exome ou en génome, entre les garçons et les filles. Donc on trouve plus de mutations pathogènes chez les filles que chez les garçons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on reprend Alors, juste pour ça, c'était pour les TDI. Pour les TSA, si je reprends l'étude qui vient d'être publiée là en octobre, ils ont la même chose. Donc là, vous voyez, c'est le taux de diagnostic. Donc en bleu clair, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, de façon générale. Et là, en bleu foncé et vert, on a séparé les filles et les garçons. Donc en bleu foncé, c'est les filles. Eux, ils sont moins genrés que moi. Et en vert, c'est les garçons. Et donc, vous voyez que vous avez toujours plus de diagnostics, donc plus de mutations pathogènes identifiées chez les filles que chez les garçons. Avec ici, si on prend là où on a le plus de diagnostics, on retrouve cet écart de 10% de taux de diagnostic entre les filles et les garçons. Alors, si on essaye de reprendre tout ça, qu'est-ce que ça veut dire au niveau génétique? Que dans 10% des formes monogéniques, on trouve 10% de formes monogéniques de plus chez les filles que chez les garçons. En tout cas, 10% d'événements génétiques expliquant le TND chez les filles que chez les garçons. Ça a été montré aussi donc, pour les anomalies du nombre de copies par notre collègue qui est maintenant au Canada, Sébastien Jacquemont, où il trouvait plus d'anomalies du nombre de copies chez les filles que chez les garçons avec TSA. Donc, on pourrait imaginer que l'excès de garçons atteint n'est pas dû à des formes monogéniques, d'accord, n'est pas dû à une mutation pathogène dans un gène situé sur le chromosome X qui serait responsable de cet excès. Donc, l'hypothèse qu'on pourrait avoir, c'est que finalement,
On a regardé pour le gène DYRK1, on a le même nombre de filles que de garçons atteints, donc ces formes qu'on va dire causées par une anomalie génétique unique, il y en a le même nombre chez les filles et chez les garçons, à peu près. Par contre, la contribution n'est pas la même quand on rapporte au nombre total de filles atteintes ou au nombre total de garçons atteintes, ce qui veut dire que comme elle est plus faible chez les garçons, c'est peut-être parce que justement, chez ces garçons, il y a un excès de formes plus complexes qui représente justement cet excès, ce biais de sexe, cet excès de garçons atteints par les TND. D'accord ? Donc, si on veut chercher à comprendre pourquoi il y a un excès de garçons atteints, peut-être qu'au lieu de regarder ces formes monogéniques, ou en tout cas ces anomalies génétiques uniques responsables, on devrait peut-être un peu plus fouiller dans ces formes complexes, que ça soit du coup des formes qui font intervenir des facteurs génétiques ou des facteurs environnementaux. Et les facteurs environnementaux, ça pourrait être justement les hormones. Alors, on va passer à la deuxième partie, justement, c'était d'essayer de regarder est-ce qu'une exposition précoce des garçons aux androgènes, donc à la testostérone par exemple, pourrait participer à ce biais de sexe dans les TND. Vu que génétiquement, on pêche un peu à trouver une explication à ce biais de sexe. Alors ça, c'est le travail depuis de nombreuses années de cette équipe, menée par le professeur Simon Baron-Cohen en Angleterre, qui a sorti tout un tas de publications, et là c'est loin d'être exhaustif parce qu'il travaille dessus depuis de nombreuses années, qui montrent une association entre les traits autistiques et le taux de testostérone prénatal, donc que vous pouvez voir ici. Donc là, sur son étude, il montre la valeur du QChat. Alors je me lancerai pas dans justifier ou quoi le choix de ce score, je vous laisse juge, et le taux de testostérone prénatal. Et ils voient une corrélation positive entre les deux. Ils ont aussi mis en évidence qu'il y avait plus de traits autistiques dans la descendance de femmes qui vont avoir des niveaux de testostérone élevés. Donc l'enfant à naître sera exposé à un taux de testostérone plus élevé, comme dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques. Et puis, on sait qu'on a une expression différentielle des enzymes impliquées dans le métabolisme des stéroïdes chez les individus avec TSA qui a été identifié. Donc, il y a tout un tas d'arguments qui nous disent que peut-être il y a un rôle d'une exposition prénatale aux androgènes dans l'augmentation du risque des garçons de développer un TND. Donc, on revient sur ces deux pics ici de testostérone prénatal. Vous voyez ici le développement du cerveau, avec les différentes phases importantes pour le développement, donc prolifération des progéniteurs, migration des neurones, différenciation, établissement des synapses, etc. Et donc, on pourrait imaginer que la testostérone joue un rôle dans une de ces étapes. Et donc, l'idée, c'était de regarder un petit peu si c'était le cas. Alors, je vous ai remis ici juste un schéma sur le mode d'action de ces androgènes, donc cette testostérone. La testostérone ou son dérivé qu'on appelle la dihydrotestostérone, qui est celle qu'on va utiliser dans nos tests, parce que c'est un agoniste puissant du récepteur aux androgènes qu'elle va pouvoir fixer. Et la testostérone est capable d'être transformée en œstrogène, alors que la dihydrotestostérone n'est pas capable. Donc c'est pour ça que pour la plupart des études, on utilise la dihydrotestostérone qu'on appelle aussi DHT. Donc le DHT ici va pouvoir se lier à son récepteur, qui est le récepteur aux androgènes, qui va être dans le cytoplasme de la cellule et qui, une fois qu'il aura lié son ligand, la DHT, va se relocaliser dans le noyau de la cellule pour aller interagir avec l'ADN et réguler l'expression des gènes, donc réguler la fabrication d'ARN messager. Et donc nous, la question qu'on s'était posée, c'est ce qu'on pouvait essayer de regarder justement si les androgènes perturbaient un de ces processus importants pour le développement du cerveau ou étaient capables de réguler des gènes qui sont impliqués dans les troubles du neurodéveloppement. Et pour ça, on a utilisé un modèle qu'on utilise au laboratoire, qui est un modèle in vitro de progéniteurs neuronaux humains qui sont capables de se multiplier dans une boîte de Petri, mais qu'on peut aussi faire se différencier en neurones corticaux. Et donc, on a traité ces progéniteurs humains avec de la DHT, puis on a regardé ce qui se passait. La question, c'était, est-ce que ça affecte la prolifération de ces progéniteurs? Est-ce que ça affecte la différenciation en neurones corticaux? Et puis, dernière question, est-ce que ça va affecter la régulation de gènes qui sont importants pour le développement du cerveau ou de gènes même connus pour être impliqués dans les TSA ou les TND? Donc là, vous voyez, je vous disais, quand la DHT lie son récepteur, on va se relocaliser dans le noyau et c'est ce que vous voyez. Donc ça, c'est nos progéniteurs neuronaux. En bleu, c'est le noyau et en vert, c'est le récepteur aux androgènes. Donc vous voyez déjà que toutes les cellules expriment fortement le récepteur aux androgènes et puis que quand on met la DHT, et bien là, vous voyez que le bleu et le vert se confondent, ce qui veut dire que le récepteur s'est relocalisé dans le noyau de la cellule et va pouvoir réguler l'expression des gènes. Alors, à savoir que le récepteur aux androgènes est beaucoup plus fortement exprimé dans ces progéniteurs que dans les neurones différenciés. Et donc, la première chose qu'on a voulu regarder, c'est est-ce que ce traitement à la DHT peut réguler la capacité de ces progéniteurs à se multiplier, puisqu'on sait que c'est ce qui arrive dans le cerveau en développement. Et donc, c'est ce qu'on a pu montrer ici. Vous voyez la courbe ici, c'est la croissance de ces progéniteurs, leur multiplication.
en absence de traitement, et ici en pointillé quand on met de la DHT. Donc on voit une forte augmentation de la capacité proliférative de ces cellules. Ensuite, on a voulu savoir si cet effet passait par le récepteur aux androgènes. Donc, on a utilisé un petit ARN antisense dirigé contre le récepteur aux androgènes qui a permis de dégrader, donc de faire qu'on n'avait plus de fabrication ou moins de fabrication de cette protéine qu'est le récepteur aux androgènes. Et vous voyez que dans ce cas-là, c'est les courbes en rouge. On n'a plus aucun effet du traitement à la DHT, donc on ne voit plus d'augmentation de la prolifération. Ce qui veut dire que cet effet, il était vraiment médié par le fait que la DHT se lie à son récepteur. L'autre chose qu'on a voulu voir maintenant, c'était, donc on a clairement vu un effet des androgènes sur la capacité proliférative de ces progéniteurs neuronaux en culture in vitro, et on a voulu voir aussi si ça a affecté leur capacité de différenciation. Donc on a induit la différenciation de ces progéniteurs en neurones corticaux. Je ne sais pas si vous voyez là, mais là il y a des petits fils. En fait, c'est vraiment les réseaux de neurones qui vont se former. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en conditions normales, on n'a pas vraiment d'effet. On va avoir des réseaux neuronaux qui vont se former dans la même proportion entre les cellules traitées et non traitées. Par contre, si on met ces cellules dans un environnement stressant, donc où on leur enlève un milieu qui normalement leur permet de se différencier correctement et de survivre, et ben là, on a plus de neurones, on n'arrive plus à fabriquer de neurones, toutes les cellules meurent et donc on n'a pas de neurones formés. Mais si on utilise ce milieu et qu'on supplémente en DHT, et ben là, vous voyez qu'il va y avoir une survie des neurones et on va récupérer des neurones qui vont se différencier, moins que dans la condition normale, mais quand même. Donc en fait, les androgènes permettent d'augmenter la capacité de survie des neurones au cours de la différenciation quand on sont dans des situations stressantes, qui n'est pas la situation idéale pour elles. On a ensuite voulu regarder si on avait des gènes qui étaient dérégulés par la DHT. Donc, quand on traitait ces cellules à la DHT, qu'est-ce que ça faisait sur l'expression des gènes? Et là, vous voyez donc le résultat de cette expression de gènes. Donc ici, on a les gènes qui vont être sous-exprimés quand on met de la DHT. Ici, les gènes qui sont surexprimés. Et ici, c'est la valeur de la p-value, de la différence qu'on va avoir entre les deux conditions. Et donc, on a certains gènes où on a une très forte augmentation de l'expression quand on va traiter à la DHT. C'est le cas ici de ce gène qui est le gène NRCAM. Alors, on a vérifié les autres, mais je vous ai pris juste cet exemple. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a validé qu'on avait une augmentation de l'expression de ce gène quand on traitait à la DHT, à différentes concentrations, mais aussi quand on traitait à la testostérone ou à un autre agoniste du récepteur aux androgènes. Et puis, on a voulu regarder, comme tout à l'heure, si cet effet passait par le récepteur aux androgènes. Et donc, on a inactivé le récepteur aux androgènes dans ces cellules. Et là, vous voyez que l'augmentation qu'on trouvait de l'expression de ce gène, on ne la retrouve plus du tout quand on a inactivé le récepteur aux androgènes. Et puis, l'autre question, et ça, c'est des reviewers qui nous l'ont posé, parce qu'on avait fait toutes les études sur une lignée garçon de progéniteurs neuronaux. Ils nous ont dit, mais est-ce que c'est quelque chose de reproductible dans d'autres lignées? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut trouver dans des lignées filles et garçons? Donc XX ou XY. Donc on a testé d'autres lignées et on retrouve à chaque fois cette augmentation de l'expression, qu'on soit chez les garçons ou là chez une fille qui a été testée. Donc cette protéine, alors il y en a d'autres qui étaient intéressantes. Celle-là, elle nous semblait intéressante parce que c'est une protéine d'adhésion impliquée dans la guidance axonale qui va permettre à l'axone des neurones de croître et de l'orienter. On sait qu'on va avoir des petits micro-exons qui vont être régulés par une protéine A2BP1 qui est surexprimée chez des personnes avec TSA. On a des variants dans ce gène qui ont été préalablement associés au TSA, donc dans des introns et au niveau du promoteur du gène. Et puis chez les souris, donc ils ont inactivé le gène chez les souris, ils voient une diminution de l'apprentissage pour les deux sexes, mais une diminution de la sociabilité seulement pour les mâles. Donc ça nous intéressait pas mal. Alors, on a regardé chez l'homme. Alors, chez l'homme, il y a des délétions du gène qui sont trouvées chez des personnes atteintes de TSA. Et puis, récemment, on a des mutations perte de fonction qui vont être impliquées dans les formes récessives de TND. Mais là, on n'a pas vu de différence majeure entre les filles et les garçons. Donc, on n'avait pas de garçons plus atteints que de filles. Donc, du coup, finalement, ce qui avait été trouvé chez la souris, alors peut-être que les bonnes choses n'ont pas été regardées, les bons phénotypes ont été regardés chez les garçons, mais pas de différence évidente. Juste pour finir sur ce gène, en fait, nous, ce qu'on a fait en parallèle de regarder la variation de l'expression des gènes, on a regardé où est-ce que le récepteur aux androgènes, qui est lié à la DHT, se fixe sur l'ADN, et il se fixe sur des régions où il va réguler le gène à proximité. Et là, vous voyez, c'est le gène NRCAM, et on a identifié plusieurs positions sur lesquelles le récepteur aux androgènes va se fixer. Et ici, les petites étoiles, c'est les variants qui sont associés à l'autisme, qui ont été décrits comme associés à l'autisme. Alors, nous, on aurait aimé trouver un variant associé à l'autisme qui tombait pile dans une des régions où le récepteur aux androgènes se fixe, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, on a trouvé aussi un enrichissement, on a regardé quels étaient les gènes régulés par ces androgènes, donc au-delà du gène NRCAM, les autres gènes, est-ce qu'il y avait un enrichissement dans ces gènes régulés par les androgènes et des gènes qui sont mutés
qui ont des variants associés dans les TSA, les TND. Donc oui, on a trouvé NRK, mais on a trouvé aussi 7 autres gènes pour lesquels une association avec les TND, enfin le TSA principalement, avait été mis en évidence. Donc enrichissement significatif parmi les gènes cibles des androgènes dans les gènes associés au TSA. Également, on a trouvé un enrichissement significatif parmi les gènes régulés par les androgènes et les gènes qui sont connus pour être mutés dans des formes monogéniques de TSA ou de TDI. Et c'est le cas, par exemple, du gène PTEN, ici, qui ressort entre les deux. Et puis, on a trouvé un enrichissement également dans les gènes cibles des androgènes et les gènes dérégulés dans le cerveau d'individus avec TSA qui avait été publié auparavant. Donc avec un enrichissement très significatif, 1.4, 10-7, et notamment avec un module particulier relié à l'inflammation qui avait été décrit dans un papier quelques années avant. Alors pour finir, je voulais vous présenter aussi, donc ça c'est le travail qu'on avait fait, puis il y a une équipe anglaise qui est très connue pour le développement d'organoïdes cérébraux, qui sont des petits amas de cellules qui vont un petit peu se différencier comme au cours du développement du cerveau qu'on va faire in vitro. Et c'est l'équipe de Madeleine Lancaster en Angleterre qui a décidé du coup de tester donc, la différenciation de cellules pluripotentes humaines en organoïdes cérébraux, et elle a pris des cellules XX, filles, et des cellules XY. Et ensuite, elle a traité ces cellules avec la testostérone, la dihydrotestostérone et les oestrogènes pour voir ce qui se passait. Alors ici, c'est ça la visualisation d'un organoïde cérébral que vous pouvez voir, donc on obtient in vitro. Et vous voyez ici des petits ronds qui sont en fait des rosettes de progéniteurs neuronaux avec des neurones qui vont se différencier tout autour. Donc en fait, chacun de ces petits ronds peut représenter un peu ce qui se passe dans le développement du cortex. Et donc on peut suivre comme ça le nombre de progéniteurs neuronaux qu'on va avoir et puis le nombre de neurones fabriqués dans différentes conditions. Et donc, ils ont voulu regarder si le traitement à la DHT, par exemple, avait un effet sur la prolifération des progéniteurs, comme nous, on avait trouvé dans un modèle de différenciation 2D, mais cette fois-ci, eux, ils ont un modèle de différenciation en 3 dimensions. Et puis, ils ont regardé aussi l'effet sur la régulation de l'expression des gènes. Donc là, vous voyez un petit peu un zoom sur une de ces rosettes de progéniteurs. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'en fait, on va avoir différents types de progéniteurs neuronaux qui sont, je ne vais pas tous les détailler, mais les cellules gliales radiaires, les progéniteurs intermédiaires et les cellules gliales radiaires basales. Et puis, à la surface ici, vous avez les neurones qui vont être différenciés, qui vont se retrouver ici dans la zone verte. Donc en fait, on peut regarder ces différentes zones. Et l'idée, c'était de regarder est-ce que finalement, on va avoir une différence entre l'épaisseur de ces différentes zones qui pourrait montrer est-ce qu'il y a plus de neurones ou est-ce qu'il y a plus de progéniteurs. Et c'est ce qu'ils ont fait pour comparer les organoïdes faits à partir de cellules garçons, XY, et filles, XX. Et vous voyez ici l'épaisseur de chacune des zones. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on ne voit pas de différence significative pour aucune des régions ici, que ce soit des régions avec des progéniteurs ou les régions avec les neurones entre les filles et les garçons, à l'état basal. Ce qu'ils ont fait ensuite, c'est que donc ils ont traité à la DHT ces cellules. Et là, qu'est-ce que vous pouvez voir? Donc, ils ont utilisé un marqueur qui s'appelle Ki67 qui montre la prolifération, qui permet d'allumer les cellules qui prolifèrent, donc qui se multiplient. Et TBR2 qui permet de mettre en évidence une certaine catégorie de progéniteurs. Et ce qu'ils ont montré, c'est que ce soit à 35 jours de différenciation ou à 52 jours de différenciation, la DHT permettait d'augmenter le nombre de progéniteurs qui se multiplient en prolifération. Donc finalement, qui était un petit peu cohérent avec ce que nous, on avait montré dans notre modèle de différenciation 2D. Alors, ils sont allés un peu plus loin, là, c'est un peu plus joli pour le représenter, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'organoïde, ils ont fait ce qu'on appelle du single-cell RNA-seq, qui permet d'identifier toutes les souches, les types de populations de progéniteurs et de neurones qu'on obtient dans des organoïdes, chez des contrôles en rouge ou dans des organoïdes traités avec la DHT en vert. Et ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez un enrichissement, notamment dans différentes catégories de progéniteurs, alors je ne vais pas les détailler, qui sont retrouvés quand on traite à la DHT. Donc au final, ils ont retrouvé un petit peu la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils trouvent une augmentation de la prolifération des progéniteurs quand ils traitent à la DHT. Alors, il y a une dia qui a disparu, mais ils ont regardé un peu l'expression des gènes. Alors, on n'avait pas beaucoup d'overlap avec ce que nous, on avait trouvé. Mais par contre, ils voient une surexpression d'une voie particulière, qui est la voie mTOR, qui est justement impliquée dans la prolifération des cellules. Et nous, on avait également un gène, donc le gène PTEN, qui est aussi impliqué dans cette voie, qui était surexprimé. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser à ce niveau-là, dans l'activation de cette voie par les androgènes.
Donc en conclusion, alors au niveau génétique, l'excès de garçons avec TND n'est pas expliqué par des formes génétiques simples identifiées jusqu'à présent. Donc ce qui nous reste comme challenge, c'est il y a peut-être des choses à trouver, notamment en allant explorer les choses non évidentes du génome, en dehors des gènes, etc. Peut-être qu'il y a encore des choses à trouver sur le chromosome X qu'on n'a pas trouvé. Et puis peut-être qu'il y a des formes plus complexes qui impliquent des variants sur le chromosome X qui doivent aussi être regardées. Alors j'ai pas eu le temps de vous présenter, mais il y a quelques études qui essayent de chercher ça. Pour l'instant, les résultats ne sont pas extraordinaires, en tout cas loin d'expliquer ce biais de sexe. Et puis au niveau de l'hypothèse hormonale, finalement, nous, ce qu'on a montré, c'est que les androgènes conduisent à une surprolifération des progéniteurs neuronaux. Ça a été montré aussi donc, dans un modèle de différenciation en 2 dimensions dans notre équipe, mais aussi par l'équipe de Madeleine Lancaster avec un modèle de différenciation 3D, avec une augmentation de la voie mTOR qui pourrait être à l'origine de justement cette surprolifération. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les travaux d'Éric Courchesne, qui travaillait beaucoup justement sur ce développement du cerveau, lui montrait qu'il y aurait sûrement une surprolifération à certains stades de développement précoce, justement, de ces progéniteurs neuronaux. Et donc, du coup, on a peut-être ici un chevauchement avec ce qui est observé chez des personnes avec TSA. Alors, les androgènes régulent l'expression de plein de gènes qui peuvent être intéressants à regarder particulièrement, notamment ce gène NRCAM qu'on aimerait bien regarder un petit peu plus précisément, même si pour l'instant, il y a une preuve d'un effet sexe-dépendant chez la souris, mais pas chez l'homme pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, cette question peut se poser, il faudrait regarder un petit peu plus. Est-ce que les androgènes pourraient aussi jouer un rôle dans la sévérité des symptômes ? C'est ce qu'on avait montré avec notre collègue Christelle Depienne, en montrant que les filles qui avaient des mutations dans un gène, qui est le gène DCC, n'avaient pas les mêmes manifestations cliniques que les garçons. Et or, on a pu montrer que ce gène DCC, il était surexprimé quand on mettait de la testostérone. Donc, il y a encore beaucoup de choses à creuser. Donc, je n'ai pas vraiment la réponse aujourd'hui de qu'est-ce qui cause le biais de sexe dans les TND. En tout cas, pour l'instant, la génétique ne répond pas à cette question. Les hormones peuvent répondre partiellement. On pense qu'effectivement, on a trouvé des résultats intéressants ici. Et donc, on voit qu'on peut avoir des chevauchements entre ce qui peut être dérégulé chez les personnes avec TSA et ce qui est régulé par les androgènes. Mais il reste encore beaucoup de choses à tester et à prouver. Et les modèles qui ont été utilisés, notamment nos modèles 2D ou les modèles 3D, ne sont pas des modèles parfaits. Par exemple, dans les organoïdes cérébraux qu'on utilise, il manque beaucoup de cellules. Ce qui a été utilisé n'est pas vascularisé. Et puis, il manque aussi la microglie. Donc, il manque pas mal de choses. Et peut-être qu'on aurait besoin de modèles encore plus complexes pour aller plus loin et tester cet effet des androgènes. Voilà, je voulais remercier toute l'équipe impliquée dans le projet, notamment pour le travail sur les androgènes, c'est Angélique Cartier qui est ici, qui a beaucoup travaillé là-dedans. Jean-Louis Mandel, parce que c'est lui qui m'a poussé à travailler un petit peu sur cette hypothèse hormonale. Au départ, j'avais pas très envie. Tous les collègues en génétique clinique, en pédopsie, etc. de Strasbourg. Et voilà. Et vous pour votre attention. Merci.